Monsieur, merci beaucoup d'être avec nous dans le dossier de la rédaction. L'actualité est abondante. Nous avons l'adresse du chef de l'État à la Nation en marge de la fête de l'indépendance, la dernière conférence des évêques catholiques et cette plainte déposée par une coalition d'opposants contre l'abbé Malou Malou, etc., etc. Et j'en parle avec Émile Bongili Yeyikelo Yahato, c'est ça? Merci. Un nom pas très habituel. Mais un nom au sens très profond. C'est-à-dire les refuges des hommes. Alors, vous êtes le porte-parole du PPRD, professeur d'université, président du conseil d'administration de la RVA. Première question, au PPRD, vous en voulez aux évêques catholiques de jouer les rabat-joie au sujet de la révision constitutionnelle? On n'en veut à personne. Nous pensons que nous sommes dans une situation de démocratie multipartiste, c'est-à-dire une multitude d'opinions. Chacun, n'est-ce pas, dans sa sphère peut donner une opinion et nous trouvons cela tout à fait normal. Et l'Église catholique est un partenaire très important de la société civile, mais il n'y a pas que l'Église catholique, il y en a aussi d'autres, n'est-ce pas? Et à ce titre, l'Église catholique peut donner son opinion sur les affaires courantes, mais tout dans les limites, n'est-ce pas, des pouvoirs qui sont les siens, qui sont surtout un pouvoir spirituel, moral, mais il y a une gestion, n'est-ce pas, du pays, il y a les décisions, n'est-ce pas, politiques que l'on prend, et l'Église catholique a donné son opinion. Seulement, ce que nous regrettons, c'est que souvent l'Église ne nous aide pas à trouver des solutions. Là, vous avez parlé de limites. À vous entendre parler, ils ont dépassé les bornes? Ils n'ont pas dépassé les bornes. Ce sont des opinions qu'ils émettent. C'est tout à fait normal. Seulement, nous aimerions voir l'Église catholique, qui est pleine d'intellectuels, n'est-ce pas, faire aussi des propositions, des pistes de solutions, au lieu de se limiter à un discours populaire. Ils répètent tous les jours la même chose, n'est-ce pas? Parfois, ils envoient les gens, n'est-ce pas, ils veulent allumer le feu, vous savez, n'est-ce pas? À quelle occasion, par exemple? Je vais vous dire, vous connaissez la conférence nationale souveraine, le 16 février, les martyrs du 16 février. C'est l'Église qui a créé ces morts-là, n'est-ce pas? C'était censé être une manifestation pacifique pour exiger la réouverture des travaux. Écoutez, on a fait cette manifestation sachant très bien que la police de l'époque allait tirer sur les gens et on allait faire tirer profit de ça pour montrer à la communauté internationale que ce pouvoir a tué. Et ils ont eu gain de cause, ils ont dirigé la conférence nationale. Ils nous ont amenés où? Dans l'impasse. Voyez ce qui se passe aujourd'hui en Centrafrique. Où est l'Église? Aujourd'hui, les gens s'entretuent selon qu'on est musulman ou chrétien. Où est l'Église dans tout ça? Ce sont les hommes politiques qui gèrent au quotidien tous ces problèmes. Alors, on a vu l'Église qui a failli allumer le feu en 2006, lors des élections. On a eu des mensonges, n'est-ce pas, que j'appellerais moi des mensonges apostoliques, des déclarations tout à fait mensongères de certains prélats, respectables par ailleurs, n'est-ce pas, tout simplement parce que ou bien ils prennent position, ou bien ils ont des ambitions personnelles. Bon, je pense que l'Église est un partenaire sérieux, n'est-ce pas? Nous aimerions qu'on puisse élever un peu le débat. Parce que parler de la révision constitutionnelle, la Constitution comporte des dispositions pour la vie de tout le monde, oui, et dans beaucoup de domaines, n'est-ce pas? Mais on voit là, il répète un peu mécaniquement tout ce que certains opposants répètent aussi mécaniquement. C'est toujours le même sujet, mais quel projet d'avenir? Rien. Et ça, c'est déplorable. Pour vous, cette prise de position ressemble fort à un fonds de commerce, comme l'a été la marche qui demandait la réouverture de la conférence nationale? D'abord, ils apportent quoi à la discussion? C'est une phrase, ne pas réviser la Constitution. On le répète depuis je ne sais pas combien de temps aujourd'hui. N'est-ce pas? On le répète, on répète la même chose. Ils ont de bonnes raisons. N'est-ce pas? Il n'y a pas eu d'abord la Constitution elle-même. La Constitution n'est pas d'inspiration divine. Ce sont les politiques qui ont décrit les faits et la Constitution a été rédigée sur base de ça. Voilà comment nous voulons
nous organiser. Mais la Constitution elle-même comporte des dispositions pour sa révision. Le professeur Bochab a écrit un livre ici. Au lieu de lire ce livre-là, qui est un livre très profond, on s'est mis à des procès d'intention, on s'est mis à critiquer sans l'avoir lu, etc., etc. Donc, c'est comme si la société est en train de se désintellectualiser. Or, pour devenir prêtre catholique, il faut faire beaucoup d'études. Ce sont des grands intellectuels. Mais aujourd'hui, ils sont, n'est-ce pas, nous sommes dans des débats comme avec n'importe qui. Beaucoup ont considéré ce livre comme un test. Écoutez, test ou pas, lisez d'abord. Avant de critiquer, vous lisez et c'est un débat. Pourquoi vous ne voulez pas que les problèmes de ces pays soient débattus? Vous voulez nous emmener dans des espèces de dogmes, des dictatures intellectuelles. Ils sont dans le débat et ils prennent position. Le débat fait rage sur la Constitution et ils prennent position. Il n'y a eu aucun débat, il y a des déclarations. Il n'y a pas de débat, il y a des déclarations qu'ils font. Il n'y a pas de débat. Le seul qui a amorcé un débat là-dessus, c'est le professeur Bochab qui a écrit un livre. Et comme tout le monde fuit le débat, sans avoir lu le livre, tout le monde a parlé. Et on répète toujours la même chose. On répète la même phrase partout. Quel débat? Qui a apporté une idée neuve à ces problèmes? Rien. Or, une constitution, c'est une loi qui comporte elle-même des dispositions pour sa révision. C'est qu'elle est révisible. N'est-ce pas? Ce n'est pas d'inspiration divine, ce n'est pas tombé par... Ce sont les hommes qui ont fait ça. À supposer qu'il y ait un coup d'État aujourd'hui, par exemple. Je ne vois pas qui va aller dire à celui qui va faire le coup d'État, non, ne revoyez pas la Constitution. Il n'y en aura pas. Donc il faut que les hommes prennent la mesure. Je pense qu'il faut aussi que certaines personnes, il faut parler des choses que vous ne connaissez pas, avec certaines réserves. C'est même une attitude intellectuelle recommandée. Quand vous ne maîtrisez pas un domaine, renseignez-vous d'abord. L'Église catholique aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est l'Église la plus respectée. Dernièrement, on a vu le Premier ministre, n'est-ce pas, qui a été invité chez eux. Il est allé leur parler. Les chefs de l'État leur ouvrent la porte. Les ministres, n'est-ce pas, qu'ils aillent se renseigner d'abord. Ils critiquent par exemple le calendrier électoral. Mais Malou, oui, c'est un prêtre de l'Église catholique, mais qu'on l'invite, n'est-ce pas, au lieu de commencer de faire comme tout le monde. On va y arriver aux élections un peu plus tard. En fait, ils vous soupçonnent, hein, comme la plupart d'opposants, si pas tous les opposants, de vouloir toucher également à l'article 220 en échange d'un poste de Premier ministre pour des personnages comme Léon Kengo Adondo. C'était ça, le compromis obtenu aux concertations nationales. Le compromis obtenu ou le compromis soupçonné, parce que vous avez bien parlé des soupçons, n'est-ce pas? Alors quand on est dans les soupçons, c'est qu'on est dans le monde de la rumeur, n'est-ce pas? Et des hommes politiques sérieux. Qui veulent gérer l'agenda caché selon certains. Voilà, l'agenda caché, etc. Donc, est-ce qu'on peut vraiment travailler sur base de ces rumeurs-là? Moi, je pense que tous ces gens sont des intellectuels. Ils ont quand même eu certains principes, n'est-ce pas, pour un intellectuel élémentaire. C'est d'abord de vérifier une information avant d'en parler, n'est-ce pas? Or, là, on est dans un monde où, n'est-ce pas, n'importe qui peut rêver la nuit, il se réveille le matin, il dit n'importe quoi sur le dossier qu'il ne connaît pas, qu'il ne maîtrise pas. Et malheureusement, ça touche même les personnes les plus respectables comme les membres de l'Église. J'ai vu certains membres de l'Église, certains prêtres ici, n'est-ce pas, qui font des déclarations, qui envoient les gens à la rue, etc. Mais ils sont des comportements de délinquants. Le problème, c'est qu'au sein même de la majorité, il y a des contradictions sur le débat même par rapport à un troisième mandat de Joseph Kabila. Certains se sont prononcés pour, ouvertement, sur les médias, et d'autres se sont prononcés contre. D'abord, il y a comme des ambiguïtés. Au sein même de la famille politique, du chef de l'État, il y a des ambiguïtés, des contradictions. Vous savez, Mamina, cette question-là n'a jamais été posée au niveau de la majorité. Pourquoi? Parce que nous trouvons que la question n'est pas d'actualité.
Kabila a encore un mandat. Il vient d'accomplir la moitié de son mandat, n'est-ce pas? Il a encore 2 ans et demi pendant lesquels il a des programmes, n'est-ce pas? Il a des défis à relever et c'est ça la préoccupation du moment. Qu'un membre de la famille politique, parce que la majorité est aussi plurielle, n'est-ce pas? Qu'un membre de la majorité, à titre personnel, aille donner son opinion. D'ailleurs, comme le professeur Bochaba a écrit son livre en tant que scientifique du domaine. D'ailleurs, il a fait préfacer son livre par un professeur émérite de Louvain, n'est-ce pas? C'est pour vous dire qu'il a voulu faire ce travail-là dans les paradigmes de sa discipline, n'est-ce pas? Un autre membre peut passer et donner son opinion à titre individuel, n'est-ce pas? Je pense que vous n'avez pas encore vu le porte-parole de la majorité, n'est-ce pas? Mon grand frère Luzanga ou moi-même du PPRD ou d'un autre parti venir dire ici voilà notre position sur cette question. Donc on ne peut pas fonder l'avenir d'un pays sur des rumeurs, sur des soupçons, sur des platitudes, alors que nous avons des défis énormes devant nous. Venons-en à l'adresse du chef de l'État, en marge du 30 juin. Et je voudrais vous dire là que je déplore que, n'est-ce pas, à l'Église, où on a des grands intellectuels, on ne s'intéresse pas à tous ces problèmes de la vie commune. On fait des déclarations comme n'importe qui. Ici, vous en faites pas. Dans leurs homélies, de toute façon, ils le disent certains. Vous savez, tenir une homélie où on critique ici, on critique là-bas, on ne propose rien, etc. Tout le monde peut le faire. Alors, tout le monde peut le faire. Et un prêtre qui base sa population... On en a fini avec les prêtres. Bon, alors, le mot du chef de l'État à l'occasion de la fête du 30 juin, il était très attendu sur ce qu'il compte faire, des résolutions, des concertations nationales. Alors, il a répondu à tous ceux qui le blâment de traîner les pieds, qui va prendre son temps. Et tollé général, de nouveau. Je pense qu'il a été clair, n'est-ce pas? Ce sont des engagements que nous avons pris, mais nous ne ferons rien dans la précipitation. Vous savez, il y a une frange une certaine classe politique qui ne pense que d'entrer au gouvernement. Justement là. Non, je m'excuse, Mamine. Nous avons connu ici les années 90. Il y a eu combien de gouvernements? Il y a eu combien de gouvernements? N'importe qui est devenu ministre parce qu'il suffisait de crier ici, il suffisait d'aller là-bas, il suffisait de participer à tel. Et après, chaque fois, il y avait des gouvernements. Ça nous a apporté quoi? Je pense que le problème de la cohésion nationale dépasse de loin le cadre de la formation d'un gouvernement où telle tête serait là, telle autre tête serait là. Non, le problème de la cohésion nationale, nous étions dans quelle situation, n'est-ce pas? Il y avait des rébellions partout. Il y avait des cacophonies, n'est-ce pas? Nous avons même vu des députés nationaux qui ont quitté le Parlement, n'est-ce pas, officiel pour aller entrer dans la rébellion en brousse. Nous avons vu tout ça. Voilà les éléments de la cohésion, c'est quoi? Qu'on pacifie les esprits, n'est-ce pas? Qu'on remette la paix dans les cœurs. Parce que la volonté de certains hommes qui sont politiquement forts, ça peut créer une zizanie incroyable, une situation que nous ne pouvons pas maîtriser. Et ce sont tous ces préalables. Entre autres, l'amnistie. Pourquoi on n'en parlait pas? N'est-ce pas? L'amnistie, les poches des rebelles qu'on doit encore éradiquer par-ci, par-là, n'est-ce pas? Et c'est ça qui doit nous mener à la cohésion. Ce n'est qu'après coup qu'on peut parler d'un gouvernement, n'est-ce pas, qui rassemblerait les gens, qui voient maintenant, qui regardent maintenant dans la même direction. Mais ici, chez nous, c'est toujours non, entrons au gouvernement. Non, justement, ceux qui se considèrent comme auteurs de cette cohésion nationale, de cette fin de guerre, estiment qu'ils ont maintenant droit à leur part du gâteau. Voilà, vous voyez, Mamina, c'est ça le malheur de la classe politique congolaise. On ne parle qu'en termes du partage de gâteau. On ne parle jamais en termes de responsabilité. Vous savez, moi j'ai été ministre dans ces pays, n'est-ce pas? Être ministre dans ces pays, c'est se priver de sommeil, parce qu'il y a énormément de problèmes.
Mais ici, tout le monde voit, non, je serai ministre, on va m'appeler Excellence, je vais avoir des voitures de fonction, je vais avoir les honneurs, etc. Non, ce n'est pas ça, Mamina. Partage du gâteau. Quel gâteau? Est-ce que ces peuples doivent toujours constituer, les intérêts de ces peuples doivent toujours être réduits au gâteau que se partagent quelques individualités? On ne peut pas raisonner comme ça. Je regrette beaucoup. Et je vois, il y en a beaucoup qui ne raisonnent qu'en ces termes-là. Ils ont déjà fait leurs états-majors, ils ont déjà... il y en a qui ont déjà préparé des vaches à consommer les jours de Ils ont déjà envoyé leur CV. Ils ont envoyé leur CV, etc. Moi, je pense que ce n'est pas la priorité. Et le chef de l'État dit, nous ne ferons rien dans la précipitation. Nous devons tout faire, n'est-ce pas, d'une manière méthodique. Et c'est normal. Du coup, ils se disent qu'ils ont été dribblés. Voilà, justement, on rentre toujours dans ce camp-là. Est-ce que les intérêts du pays, c'est la présence de tel ou tel individu au gouvernement? On termine par cette question, n'a plus le temps. L'opposition multiplie les alliances contre le président de la commission électorale, accusé de partialité en faveur de votre camp. Alors, il y a même une plainte devant les tribunaux. Oui, bon, vous voyez, les ridicules ne tuent pas. Les hommes politiques congolais brille dans les ridicules, n'est-ce pas? J'ai vu un homme politique que je respectais, n'est-ce pas? Un brillant personnage, député de son État, élu massivement. Et au lieu d'aller discuter au niveau du Parlement, n'est-ce pas, d'aller argumenter là-bas, il va s'asseoir sur le trottoir. Tous ceux qui passent, allez, signez-nous ici, signez-moi cette pétition, etc. Et puis, sur base de ça, il veut faire quoi? D'abord, qui a authentifié ces signatures? Qui a authentifié ces signatures? C'est ridicule. Il y avait une pétition, vous quittez la tribune de l'institution officielle pour aller, n'est-ce pas, faire des histoires au niveau des trottoirs. L'article 28, c'est malheureux. L'article 28 lui en donne le droit, non? Ouais, maintenant, il y a une plainte contre l'abbé Malou Malou. Bon, je ne sais pas. Il vise quoi? Cette plainte-là vise quoi? En fonction de quoi? Quelles sont les preuves, etc. etc. Okay. L'abbé Malou Malou, le professeur Malou Malou, n'est-ce pas, président de la CENI, a clairement dit que moi je suis technicien. J'ai donné aux politiques, n'est-ce pas, j'ai fait des simulations et je l'ai représenté. Il appartient au Parlement, n'est-ce pas, de prendre la décision qu'il faut. Alors eux maintenant, au lieu d'aller au Parlement, ils vont en justice. Je ne sais même pas quel est l'objet de leur plainte. C'est quoi? On a terminé, une conclusion. Une conclusion, on a terminé. Bon, la conclusion, c'est que nous devons voir l'avenir avec sérénité, n'est-ce pas? On en appelle à tous les gens, toutes les personnes qui forment l'élite de ces pays, d'élever le débat sur ces pays, n'est-ce pas? D'élever les débats, de quitter le niveau de discours terre à terre, de discours enflammants, n'est-ce pas, des discours populistes, pour que nous puissions penser l'émergence de notre pays. On n'arrivera pas, n'est-ce pas, avec des gens qui aiment, qui font la criticologie, je ne sais pas comment je peux appeler ça, sans rien proposer de neuf. Merci beaucoup, professeur Émile Bongeli Yeyikilo Yarato, porte-parole du PPRD, président du conseil d'administration de la RVA. Vous êtes également un immense professeur d'université. Ce dossier de la rédaction se termine ici. On se retrouve la semaine prochaine.